Les années Sida, Frédéric et Valentine. Le grand jour, juin 1985. Ce début d'après-midi du samedi 29 juin, la température avait enfin dépassé les 15 degrés. C'était plus que pouvaient en espérer les mariés, car le mois avait été plutôt frais. Cela n'entachait pourtant pas leur bonheur. Valentine était partie depuis la fin de matinée chez ses parents, puisque la tradition voulait que le marié ne voie pas la robe avant le mariage lui-même. Tout le monde était déjà dans la salle des mariages de l'hôtel de ville de Rouen, installé dans l'ancien dortoir des moines de l'abbaye Saint-Ouen. Ceux qui ne le connaissaient pas avaient découvert cet édifice de 2 étages, avec 2 ailes et un péristyle central surmonté d'une loge à colonnade. Les invités avaient franchi le grand vestibule et monté l'escalier d'honneur pour accéder à la salle des mariages, où le style Louis XV dominait avec ses murs lambrissés, son parquet à la Versailles, son lustre cage en cristal et ses chaises recouvertes de brocart. Cette salle était la seule pièce, avec celle du conseil municipal, qui ait réchappé à l'incendie de 1926 qui avait ravagé l'édifice. La mariée arriva pile à l'heure dans la voiture de Nicolas et Victoire, décorée pour l'occasion. Valentine était avec son père à l'arrière, et entre eux s'était installée Virginie, ravie d'être demoiselle d'honneur. Quand Victoire et sa fille avaient vu la jeune femme dans sa robe en mousseline ivoire, avec un corsage en dentelle tout en transparence, un décolleté en V devant et laissant son dos nu derrière, elles avaient été éblouies. Sa coiffure était un chignon romantique orné d'un peigne ornier de cristaux, qui retenait aussi le long voile qu'elle avait pris exprès pour faire plaisir à Virginie. À son cou, elle portait un collier avec un diamant et de simples clous d'oreilles avec également un diamant. Un maquillage naturel, complètement à l'opposé des standards de mode de ces années 80 exubérantes, rehaussait sa beauté originelle. Son bouquet romantique dans les tons blanc cassé, vert et rose pâle achevait sa tenue. Lorsque Roudy vit arriver Victoire et son mari, il fit signe à un ami danseur et chorégraphe, à qui il avait délégué cette tâche, de mettre en route la cassette qu'il avait insérée dans son lecteur. Et le titre des Bee Gees, How Deep Is Your Love, emplit la salle. Frédéric, comme les invités, se retourna pour voir entrer Valentine au bras de son père. La mariée était d'une beauté saisissante. « Ma Valentine, mon amour, tu es la plus belle des femmes que je connaisse, et tu es à moi comme je suis à toi. » Les regards des personnes présentes semblaient confirmer les pensées du marié lui-même. Il ne la lâchait pas des yeux, le cœur battant. Elle aussi n'avait Dieu que pour lui. Elle l'avait toujours trouvé beau, et dans son costume bleu marine, il était encore plus séduisant. Il l'était toujours. Elle n'était jamais dupe des regards des autres femmes sur lui, mais c'était elle qui l'épousait, elle qui l'aimait. Le regard qu'il posait sur elle à cet instant le révélait à tous. Quand Louis Thuillier lui confia Valentine, les yeux des 2 amoureux se disaient mutuellement « je t'aime ». Les parents des 2 époux ne pouvaient que voir tout cet amour qui irradiait autour d'eux, l'émotion qui étreignait le couple. Même Étienne Acheret se fit la réflexion que lors de son précédent mariage, Frédéric n'avait pas manifesté l'émotion intense qu'il voyait à cet instant sur son visage. Cette fois, l'amour qu'il éprouvait était profond. Les 2 amoureux étaient dans leur bulle. Leurs témoins de chaque côté durent plusieurs fois les ramener à la réalité de la cérémonie, notamment quand le maire, l'ancien garde des Sceaux puis ministre de l'aménagement du territoire, Jean Le Canuet lui-même, arriva au moment de l'échange des consentements. Ils étaient submergés tous les 2 par l'émotion. Quand l'emblématique maire de Rouen prononça enfin « Vous pouvez embrasser la mariée », Frédéric se retint à grand-peine de se laisser aller à la passion qu'il éprouvait pour sa femme. Leur baiser s'éternisa cependant un peu plus que nécessaire. Ce fut un coup de coude de Victoire qui, une fois de plus, rappela son frère à l'ordre, ce qui fit sourire Jean Le Canuet, qui clôtura la cérémonie par ses vœux de bonheur aux nouveaux mariés.
Les mariés sortirent tout sourire sur un autre titre des Bee Gees, To Love Somebody. Après une séance de photos, le cortège se mit en route pour l'église Saint-Maclou, qui se trouvait à 500 mètres de l'hôtel de ville. Les mariés et les invités descendirent à pied un bout de la place de la République, avant de tourner vers la place Saint-Barthélemy. Le marié entra en premier avec sa mère, suivi par son père au bras de la mère de Valentine, puis les témoins et les autres invités, et enfin la mariée avec son père. Fort heureusement, il ne s'agissait que d'une bénédiction, car Frédéric n'avait qu'une hâte, serrer de nouveau sa femme dans ses bras. Cependant, il se laissa happer par la beauté des lieux. L'extérieur de cette église du XVe siècle était, déjà à lui seul, un véritable bijou de style gothique flamboyant qui laissait une impression de grâce et de légèreté. Elle avait été rénovée après la guerre et les bombardements qu'elle avait subis. Son grand porche à 5 arcades laissait sans voix, avec des vantaux Renaissance de toute beauté, notamment celui de gauche qui portait un médaillon représentant le bon pasteur éloignant les voleurs de la bergerie, et celui du centre qui comportait 2 médaillons, l'un représentant la circoncision et l'autre le baptême du Christ. Le marié, comme les invités, en attendant l'entrée de Valentine, eurent un peu de temps pour admirer l'intérieur, avec sa magnifique tribune d'orgue de 1521, aux délicates boiseries et son élégant escalier à vis sculpté du XVIe siècle. Dans une des chapelles de gauche, au niveau du chœur, il y avait de beaux confessionnaux en bois qui semblaient onduler doucement. Mais quand Valentine fut de nouveau à ses côtés, l'émotion reprit le dessus. À peine Frédéric vit-il le vitrail représentant l'arbre de Jessé au-dessus du portail nord et celui représentant une crucifixion au-dessus du portail sud. À leur sortie, une nouvelle séance de photos permit d'immortaliser cet émouvant moment de leur vie et leur bonheur tout neuf devant ce chef-d'œuvre d'éclat et d'élégance qu'était Saint-Maclou, avec ses façades de dentelle de pierre. Un certain nombre de clichés furent pris devant le tympan du portail principal, qui présentait de façon somptueuse la résurrection des morts et le jugement dernier. Il leur fallut rejoindre les voitures pour rejoindre le lieu de réception. Les mariés réintégrèrent la voiture de Nicolas et Victoire, qui confièrent Virginie à ses grands-parents pour laisser les mariés seuls. Durant le trajet d'une trentaine de kilomètres jusqu'à Ondé, Frédéric serra sa précieuse femme contre lui, ce qui convenait parfaitement à Valentine. Il disposait de presque 45 minutes pour de longs baisers passionnés. Ils furent pris ensuite dans un tourbillon entre les nouvelles séances photos dans le cadre bucolique de leur lieu de réception et le vin d'honneur. Frédéric fit connaissance des membres de l'entourage de Valentine, notamment son oncle et sa tante venus de Strasbourg, ainsi que sa cousine Caroline et son mari, mais aussi les parents de Rudy, Marianne et Andreas. Le courant passa très vite entre eux. Quant à Valentine, elle découvrit des cousins de Frédéric qui ne se gênèrent pas pour lui dire qu'ils la trouvaient plus cool qu'Anna. Parmi les autres invités, il y avait quelques collègues de l'un et de l'autre, 3 amis de la mariée, 2 danseuses qui étaient déjà avec elle au conservatoire, dont l'une, Cécile, était la professeure de danse moderne jazz dont elle suivait les cours, ou plus précisément qu'elle secondait la plupart du temps, et Sonia, une photographe connue lors de sa carrière de modèle, qui s'était d'ailleurs chargée de toutes les photos du mariage. L'heure du dîner arriva très vite, et le temps parut filer à toute vitesse pour les mariés très sollicités. Puis vint le moment pour la mariée de lancer son bouquet sur « Girls Just Want to Have Fun », lequel atterrit entre les bras de Justine, la petite amie de Pascal. Et enfin, la première danse des mariés, qui avait choisi le titre de Foreigner, « I Want to Know What Love Is », dans lequel ils avaient introduit quelques portées simples. Chacun dut ensuite danser avec ses parents et leurs invités, et Valentine surprit lorsqu'elle dansa une valse sur Moon River avec son père, qui s'avérait être aussi un très bon danseur. Les couples dansèrent jusqu'au moment du gâteau, avant que la danse reprenne ses droits. Entre-temps,
Valentine s'était éclipsée pour un changement de tenue pour une danse surprise avec Rudy, celle que Frédéric l'avait vue répéter sur Still Loving You et qu'elle avait dansée le samedi précédent au spectacle de l'école de danse. Quand les invités la virent apparaître dans une tenue de danse composée d'un haut court et d'un pantalon blanc et pieds nus, ils surent qu'il allait se passer quelque chose d'inhabituel. Frédéric, lui, avait deviné. Ce qu'il n'avait pas prévu, c'était que sa femme enchaînerait avec un solo sur Billie Jean, sur une chorégraphie à couper le souffle et une maîtrise technique qui en disait long sur le niveau qu'elle avait en réalité. Rudy l'avait évoqué, mais le voir était tout autre chose. Passé le moment de surprise, les invités avaient repris la danse en solo ou en duo, après le mini-spectacle proposé par Rudy et la mariée. Olivier s'était trouvé une partenaire de danse en la personne de Sonia, l'amie photographe de Valentine. Frédéric avait enfin retrouvé son plus cher trésor pour une série de slow très collés serrés qui lui donna l'envie de commencer leur nuit de noces. Mais il leur fut quasiment impossible de s'éclipser avant 3 heures du matin. Les mariés avaient néanmoins gardé suffisamment d'énergie pour se donner l'un à l'autre au moins une fois avant de plonger dans un sommeil réparateur. Road trip en Italie et une histoire de test. Juillet 1985. Le dimanche fut plus calme. Le couple était entouré de ses proches dans la longère des Tuileries pour un brunch dans une ambiance détendue. Les jeunes mariés rentrèrent à Rouen en fin d'après-midi. Ils n'avaient faim ni l'un ni l'autre. La seule chose dont ils avaient envie était d'être l'un contre l'autre. Allongé sur Valentine, Frédéric se laissa envoûter par son parfum et sa respiration. Il sentait la douce musique de son cœur. Elle avait braqué ses yeux verts qui pétillaient sur les siens, et un sourire s'était dessiné sur ses jolies lèvres. Quand il l'embrassa sur le front, elle frémit et en eut la chair de poule. Elle ferma les yeux, et la bouche entr'ouverte, elle s'abandonna à lui. Le lendemain, Frédéric emmenait sa jeune épouse pour un road trip en Italie. Ils avaient tout planifié ensemble pour découvrir ou redécouvrir l'Italie du Nord. Ils feraient la Toscane et le Sud ultérieurement. Après une première nuit à Saint-Jean-de-Maurienne, ils avaient rejoint Turin par le col du Mont-Cenis. Valentine avait voulu s'arrêter au bar-restaurant au bord du lac, comme elle le faisait à chaque fois qu'elle passait au col. La capitale du Piémont avait beaucoup de charme. Ils la connaissaient tous les deux, mais ils y passèrent une bonne journée sans s'y ennuyer, flânant dans les rues, admirant les palais, les nombreuses places et églises. Ils avaient pris la route de Gênes le lendemain matin. L'un comme l'autre avait toujours traversé cette ville sans s'y arrêter. Finalement, ils apprécièrent le côté très authentique de cette ville portuaire, avec ses maisons colorées, le linge qui pendait aux fenêtres, ses rues étroites et ses imperfections qui lui conféraient beaucoup de charme. Ils avaient pu prendre la température de la cité dans la rue Garibaldi, avec sa richesse architecturale et ses 14 palais. Après avoir arpenté le Porto Antico, avec son phare et son aquarium tout proche, ils avaient été séduits par le quartier Boccadasse, avec ses allures de petit village de pêcheurs. Une seule journée et une soirée leur permirent de cerner l'âme de la ville. Le lendemain, ils avaient mis le cap sur les Cinque Terre, dont les villages perchés, avec leurs ruelles tranquilles, leur avaient parfois donné l'impression d'être presque seuls au monde. Ils s'étaient laissés happer par le charme des 5 villages. Mais c'était pour les plus petits qu'ils avaient eu un coup de cœur. Vernazza, village de pêcheurs avec son château et sa petite église dressée sur un rocher dominant la mer, et Manarola, le plus petit des villages, où ils s'attardèrent pour jouir de ces magnifiques points de vue au coucher du soleil. Ils avaient posé leurs valises pour 2 nuits à Riomaggiore, le village le plus au sud, avec ses maisons qui semblaient posées à flanc de falaise. Depuis les Cinque Terre, le couple était reparti vers Bologne,
à 3 heures de leur point de départ. Ni l'un ni l'autre ne connaissaient la ville rouge, nommée ainsi à cause de ses bâtiments en briques. Ils en prirent plein les yeux, en flânant dans ses rues, avec ses monuments imposants, sa Piazza Maggiore, sa tour Asinelli et son magnifique sanctuaire Madonna di San Luca. Les amoureux se gardaient des moments bien à eux et passaient beaucoup de temps au lit. Et ils allaient encore plus en profiter dans le lieu de séjour suivant, Venise, l'étape phare de leur road trip à un peu moins de 2 heures de Bologne. Ils s'y attardèrent plus qu'ailleurs pour se perdre dans ses venelles, traverser ses ponts, entrer sur ces places imposantes comme la fameuse place Saint-Marc. Ils avaient bien sûr profité du charme d'une balade en gondole lors de laquelle Valentine, à la demande de Frédéric, avait remis sa robe de mariée. Il n'avait bien entendu pas manqué les îles de Murano et de Burano. Frédéric savait que l'étape suivante serait aussi exceptionnelle que la cité des Doges, pour ses paysages alpins incroyables. Cette fois, il leur fallut faire un peu plus de route pour arriver dans les Dolomites et le Sud-Tyrol. Tous deux étant fans de randonnée, ils s'y arrêtèrent 3 jours pour faire le tour du lago di Braies et le prendre en photo sous toutes les coutures, découvrir les points de vue incroyables sur les sommets des Dolomites depuis le Val di Funes, notamment depuis l'église San Giovanni, et aussi faire le tour des Cinque Torri. En revanche, ils avaient pris la voiture pour se rendre aux Tre Cime di Lavaredo. Vérone était leur destination suivante. Ils ne connaissaient pas non plus cette cité. Ils avaient été bien évidemment attirés par cette ville où Shakespeare avait situé la tragédie de Roméo et Juliette. Ils y trouvèrent d'importants vestiges de l'Antiquité, comme l'amphithéâtre de la Piazza Bra. Cette ville, au bord de l'eau, leur parut incroyablement romantique, et ils prirent tout leur temps pour la découvrir au gré de ses rues, s'arrêtant pour déguster de bons petits plats. C'était déjà la mi-juillet, et leurs vacances étaient bien entamées. 2 heures de route seulement les séparaient de Milan, lorsqu'ils quittèrent Vérone, après une nouvelle nuit d'amour. Ils étaient partis à l'assaut de la capitale de la mode à pied. Visitant l'immense place où se trouvait le Duomo, à 2 pas de la célèbre Galleria Vittorio Emanuele II et du Teatro della Scala. Après ces incontournables, ils passèrent la soirée dans le quartier des Navigli, où Valentine savait trouver de nombreux bars et restaurants et une atmosphère romantique au bord de l'eau. Dès le lendemain, ils prenaient la direction du lac de Côme. Le terme de leur périple approchait. Ils partirent à la découverte de Varenna et son centre historique coloré et charmant, puis de Lenno et sa villa Balbianello, Tremezzo et sa villa Carlotta, avant de finir par Côme. Le 19 juillet, ils durent prendre la route du retour, faisant étape à Aoste, le midi, pour une courte visite. De là, ils rejoignirent Thonon-les-Bains, via le col du Grand Saint-Bernard. Valentine connaissait cette ville comme sa poche, et ils y passèrent la dernière nuit avant leur retour à Rouen le 20 juillet au soir. Ces 3 semaines avaient été une parenthèse enchantée, lors de laquelle ils n'avaient eu qu'à se préoccuper l'un de l'autre, loin des soucis du quotidien. Mais celui-ci allait vite les rattraper. Juste avant leur mariage et leur départ en voyage de noces, Frédéric et Valentine avaient entendu l'annonce du Premier ministre, Laurent Fabius, sur l'imminence du dépistage obligatoire des donneurs de sang. La jeune femme avait du mal à y croire, car la circulaire de juin 1983 sur la sélection des donneurs à risque dans les collectes de sang n'avait jamais été appliquée. Et si cela se reproduisait? Lors de la conférence d'Atlanta en avril, la presse s'était focalisée sur les porteurs sains, les séropositifs. La parution d'articles sur ce thème s'était emballée et les politiques semblaient commencer à vraiment prendre le problème en considération. Il était temps. Cependant, c'était un autre type de test qui intéressait Valentine à son retour d'Italie. Elle n'avait encore rien dit à Frédéric, mais elle avait du retard.
Elle aurait dû avoir ses règles le 13 ou à la rigueur le 14 juillet. Or, lorsqu'ils étaient rentrés le 20, il n'y avait toujours rien en vue. Comme elle reprenait le lundi à 13h, elle avait foncé jusqu'à la pharmacie la plus proche pour acheter un test de grossesse. Elle ferait le test le lendemain matin, jour de l'anniversaire de Frédéric. Elle n'aimait pas lui cacher quoi que ce soit et avait hâte d'avoir une réponse afin de pouvoir libérer sa conscience de ce poids. Le mardi matin, alors que son mari était déjà parti à l'hôpital, après qu'elle lui ait souhaité son anniversaire avec un long baiser et promis son cadeau pour le soir, la jeune femme put enfin réaliser ce fameux test. Elle eut bien du mal à contenir son impatience dans l'attente du résultat. Vers 9h30, elle put enfin en prendre connaissance. Positif. Le test était positif. Elle était bel et bien enceinte. Maintenant, il restait à l'annoncer à Frédéric. Dois-je lui dire dès que je le verrai dans le service, dans l'intimité de son bureau, ou dois-je attendre le soir lorsque je rentrerai? Non, c'est quelque chose qui n'appartient qu'à nous. Je lui dirai ce soir après le repas, et ce sera un cadeau d'anniversaire supplémentaire. Elle réfléchit à une manière originale de lui annoncer. Elle se dépêcha d'aller dans la pâtisserie-chocolaterie la plus proche de son domicile et y acheta une boîte de chocolat ainsi qu'un gâteau pour l'anniversaire de l'homme de sa vie. Elle n'avait pas beaucoup de temps devant elle pour préparer ce qu'elle avait imaginé. Elle déjeuna d'un sandwich tout en réalisant son projet, remplaçant les chocolats de la boîte par toute autre chose. Une fois que ce fut fait, elle la glissa dans son sac avec le cadeau initial qu'elle avait prévu. Depuis qu'ils vivaient ensemble, ils se retrouvaient systématiquement dans le bureau de Frédéric lorsqu'il arrivait vers 8h si elle était du matin ou à 13h si elle était d'après-midi. Elle ne dérogea pas à cette habitude, mais ne dévoila pas son secret, bien qu'elle en eût très envie. Frédéric vint l'embrasser avant de rentrer à 19h. Il se chargeait toujours de la préparation du repas du soir lorsqu'elle était du quart d'après-midi. Il était déjà 21h15 lorsqu'elle entra dans l'appartement silencieux. Après un long baiser, ils s'installèrent pour un dîner léger. Valentine était inhabituellement silencieuse. Elle ne dit pas un mot jusqu'à la fin du repas. Frédéric l'observait depuis un long moment, soucieux. Est-elle préoccupée? Non, elle n'a pas l'air particulièrement inquiète. Et en effet, sentant le regard de son mari sur elle, elle le regarda au fond des yeux, lui sourit tendrement. « Excuse-moi, mon amour, je rêvassais. Ne prends pas cet air inquiet. Je t'aime. » Elle se leva pour débarrasser la table et sortir des assiettes à dessert ainsi que le gâteau. Puis elle alla chercher son cadeau, ainsi que la boîte de chocolat. « Joyeux anniversaire !» dit-elle avec un grand sourire en lui remettant une enveloppe et en l'entourant de ses bras pour l'embrasser dans le cou. Elle déposa négligemment la boîte de chocolat à côté du gâteau. Il ouvrit l'enveloppe et y découvrit son cadeau. Un week-end en amoureux à Rome. Ravi, il la prit dans ses bras pour l'embrasser fougueusement. « Et cette boîte de chocolat, c'est de la part de qui ?»« C'est de la part d'une famille de patients qui voulait te remercier. Nous n'aurons qu'à prendre un chocolat avec le café tout à l'heure, à moins que tu ne veuilles garder ces chocolats pour toi tout seul. Tu sais bien que je veux tout partager avec toi. En attendant, tu vas devoir souffler tes bougies. » Il s'exécuta, et après qu'ils aient dégusté une part de gâteau, Valentine lui demanda d'aller s'installer dans le canapé pendant qu'elle préparait leur café. Elle ramena leur tasse sur un plateau avec la fameuse boîte de chocolat. « Tu tiens vraiment à ce que je l'ouvre, espèce de gourmande ? » ?»« Loin de moi cette idée, elle est à toi. Je te laisse l'honneur de te servir en premier. En plus, c'est ton anniversaire. »
Il enleva le ruban qui entourait la boîte et l'ouvrit. Mais quelque chose clochait. Au lieu de chocolat, il y avait 2 petites pochettes. Sur la première, il y avait une étiquette indiquant « Je ne suis pas plus gros que ça ». Et dans la pochette, il y avait un petit pois. Intrigué, il regarda Valentine, mais ne dit rien. Il ouvrit la seconde pochette qui contenait une petite carte sur laquelle était écrit « Retiens bien cette date, 29 mars 1986 ». Cette fois, il fronça les sourcils et regarda au fond de la boîte où il y avait une carte d'anniversaire avec écrit dessus « Bon anniversaire, papa », avec à l'intérieur le test de grossesse positif. Frédéric releva la tête pour regarder Valentine. Ses yeux, d'un bleu incroyable, étaient plus brillants que d'habitude, pleins de larmes. Il déglutit difficilement et resta muet de stupeur quelques secondes avant d'articuler « Tu es enceinte ?» Apparemment, le test est positif et lorsque c'est le cas, le résultat est plutôt fiable. Un grand sourire apparut alors sur le visage du futur papa qui renversa sa femme sur le canapé pour l'embrasser tout son soûl, ne s'interrompant que pour s'exclamer « Je vais être papa, je vais être papa !» Ça a été très dur de ne rien dire toute la journée. Je voulais que nous ne soyons que tous les deux pour te l'annoncer. Même tout à l'heure, pendant le repas, j'avais peur que ça m'échappe. Petite cachottière, depuis combien de temps t'en doutais-tu? J'y pense depuis samedi. J'avais une semaine de retard. Ce n'est pas beaucoup, mais je voulais savoir le plus vite possible. Nous avons vraisemblablement fait ce bébé lors de notre nuit de noces. Pourtant, nous ne l'avons fait qu'une fois, contrairement à notre habitude. Une fois suffit, mon amour, tu vois. Tout ce que tu avais planifié cette année se réalise. Tu voulais te marier très vite et me faire un bébé dans la foulée. C'est fait. Mon amour, tu ne peux pas savoir comme je suis heureux. Et toi, es-tu heureuse? Je n'en ai pas l'air, dit-elle avec un immense sourire. Si tu savais, j'avais tellement hâte que j'ai failli acheter un test à Thonon samedi. Mais j'ai rongé mon frein. Maintenant, nous allons ronger notre frein à 2, car c'est un peu tôt pour l'annoncer, je ne suis même pas enceinte d'1 mois. Je préférerais être sûre que tout se passe bien avant de l'annoncer à nos parents. Tu as raison, ça va être très difficile, mais c'est notre secret à tous les deux. Je t'aime, ma Valentine. Je suis fou de toi, tu le sais. Moi aussi, je suis folle de toi. J'espère que tu réalises que l'année prochaine, d'ici fin mars, nous serons 3. Fini les grasses matinées en amoureux. Bébé nous réveillera à l'aurore. Nous serons tellement crevés que nous n'aurons même plus l'énergie pour faire l'amour tant qu'il ne fera pas ses nuits. Non, je suis sûre que notre bébé sera cool. Et de toute façon, nous n'en sommes pas encore là. Et j'ai bien l'intention d'en profiter, dit-il en entraînant dans la chambre.